passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est le blind test. Ouais. Ouais, je suis susceptible de trouver ou... Je pense, oui. Et donc, après, je dis... Alors tu devines ou tu devines pas. Et puis après, on en parle, tu me dis ce que t'en penses, tu me dis ce que éventuellement, si tu l'as pas vu, si ça a pu avoir un truc sur ton film ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Ça, c'est César et Rosalie. Et puis la beauté, hein. Alors, c'est drôle. Moi, j'aime pas du tout César et Rosalie. Bon, enfin, j'aime pas ce film. Mais pendant très longtemps, j'ai détesté Sautet. Alors, notamment parce que c'était un cinéaste... alors... En fait, j'ai toujours eu deux. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais deux jambes, disons. J'avais le Lourcel, disons, comme guide quotidien des films à voir dans les cinémas du quartier latin, etc. Et puis Danet, la figure de Danet, etc. Parce que j'avais découvert, disons, les entretiens de Serge Danet avec Régis Debray dans Océanique, ça avait été quand même quelque chose de très important pour moi. Et bizarrement, enfin, Sautet était quelqu'un qui était à la fois... alors, je pense détesté par Danet sur le côté cinéma bourgeois, etc. Machin, et puis était pas du tout aimé par Lourcel, qui en gros disait voilà, c'est de la sociologie pompidolienne, c'est pas nul, mais c'est pas génial. Et puis, et donc j'étais un peu resté là-dessus. Je dirais pas par snobisme, mais enfin disons c'était vraiment un cinéaste qui m'intéressait pas du tout. Et il se trouve qu'à 30 ans, je les ai tous revus en DVD. Et que là, il y en a au moins la moitié que j'ai vraiment adoré. Et c'est devenu vraiment un réalisateur qui m'a beaucoup intéressé. Et alors par contre, voilà, il y a aussi autre chose, c'est que il y a quelque chose qui m'a jamais beaucoup, qui m'intéressait pas beaucoup dans le cinéma jusqu'à mes 30 ans, qui était vraiment la question, disons, vraiment de la technique, enfin de la technique de mise en scène, c'est-à-dire en tout cas dans le cinéma français, de comment on fait un mouvement d'appareil, comment on fait jouer un comédien, comment un comédien sort du champ, rentre du champ, quel focal on utilise, etc. C'est quelqu'un qui a une très grande maîtrise de ça. Et alors il y a quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que en fait ça c'est vrai jusqu'à Garçon, c'est-à-dire que jusqu'à Garçon, je pense qu'il a une équipe, il a un système de production qui fait qu'en termes de travail et de résultats techniques qu'on peut avoir sur des gens qui discutent dans une pièce, il y a quelque chose de vraiment d'éblouissant là-dedans. Et que à partir des années 80, il me semble que probablement en termes de temps, en termes de plan de travail, en termes d'équipe technique, on ne peut plus le faire. Et moi, j'aime beaucoup les trois derniers films de Claude. Enfin, j'aime beaucoup Quelques jours avec moi et j'aime beaucoup Nelly et Monsieur Arnaud. Mais c'est des films qui, techniquement, sont plus du tout faits de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette idée de suivre les personnages avec une caméra qui bouge beaucoup, des zooms. En fait, quand on voit un film de Sautet, moi, je vois vraiment que c'est du Sautet par les mouvements d'appareil et la manière qu'ont les comédiens de bouger dans le décor, etc. Ah, ça c'est le président d'Henri Verneuil. Monsieur le Président? J'ai vu le film quand j'étais ado, hein. Mais ça vraiment je crois que ce serait quand même assez au-dessus de mes forces. Vraiment, ça c'est vraiment un cinéma avec lequel j'ai du mal quand même. Alors, pour plein de raisons, c'est-à-dire que Gabin, c'est un acteur magnifique dans les années 30. Inoubliable, enfin chez Renoir, Grémillon, chez Carnet, enfin voilà. En 1939 ou en 40, enfin part aux États-Unis, il reste pas en France pendant l'occupation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est absolument héroïque, ou en tout cas tout à fait, qui a un très bon comportement pendant la guerre et qui revient en France, qui ne refait pas tout de suite carrière et qui
et qui redevient une star avec un personnage dans les années 50. Et en gros, il passe ses films à engueuler des jeunes qui sont feignants, qui font pas ce qu'il faut faire, qui sont immatures, etc., etc. Et en fait, pour moi, dans les années 50, en fait, Gabin engueulant des jeunes, c'est, disons, la France qui a été adulte pendant les années d'occupation, qui engueule des jeunes qui soit n'ont pas connu l'occupation, en tout cas qui étaient enfants à cette époque-là. Et il leur reproche de ne pas avoir suffisamment souffert dans leur vie et d'être donc immatures, être des enfants gâtés, etc. Le paradoxe, c'est que le personnage qu'incarne Gabin est un personnage qui n'est pas, c'est-à-dire que c'est la France de la collaboration qui reproche à ses propres enfants d'avoir été collabos. Pour moi, je ne vois que ça dans les films de Gabin des années 50, à de rares exceptions près, comme Touchez pas au Grisby ou dans des films comme ça. Et effectivement, la double réaction à ça, ça a été la nouvelle vague. Et pourtant, les gens de la nouvelle vague, en tout cas dans les années 50, à la fin des années 50, début des années 60, n'étaient pas des gens de gauche. Enfin, je pense qu'il y avait une atmosphère en France des gens de la génération de Gabin qui devait être absolument étouffante et où dans le cinéma ça a pété à ce moment-là. C'est-à-dire, on a fait des films avec Belmondo, au-delà de la qualité, en l'occurrence c'est des très bons films, mais sans parler même de la qualité ou du talent de Truffaut, Godard, Chabrol, on faisait un film avec Brialy, avec Belmondo, avec ces gens-là. Il y avait tout de suite quelque chose où on respirait enfin et où il n'y avait pas Gabin qui allait débarquer dans la salle pour engueuler tout le monde en disant que quand même, de mon temps, on n'aurait pas fait comme ça, etc., etc. Et puis le coup de grâce, ça a été mai 68, où là, vraiment, les jeunes, je ne crois pas qu'ils avaient envie de faire une révolution maoïste ou quoi, mais ils n'en pouvaient juste plus que le mythe pour leurs parents, c'était un type comme Gabin. C'est-à-dire que un film ou un pays où la plus grande star de cinéma est le Gabin des années 50 ou 60, c'est un pays où à un moment donné, c'est une cocotte minute qui va exploser, quoi. Ah, ça doit être le rideau déchiré, non? Ou je me trompe complètement? Ah non, ça peut être le rideau déchiré. Ah non, c'est Witness. Ah bah oui. Ah oui, c'est Witness. Witness, c'est un film que j'ai vu quand il est sorti, et que j'avais beaucoup aimé comme enfant, enfin, je devais avoir 10-11 ans. Mais c'est pas un film, essentiel pour moi. Par contre, il y a une critique de Serge Danet du film dans, je crois, Devant la recrudescence des vols de sac à main, où il parle de Witness et où il dit que ce qui est beau dans le film, c'est l'art de la parenthèse, c'est-à-dire que voilà, c'est un film sur une enquête policière, sauf que le héros se retrouve dans une communauté amish et que dans cette communauté amish, il y a une forme de parenthèse à l'intérieur du film policier, et que cette parenthèse-là est fordienne, c'est-à-dire que voilà, il rapproche l'art de la parenthèse de Peter Weir dans Witness, il rapproche ça de l'art de la parenthèse chez Ford. Et c'est un texte qui, pour le coup, là, m'avait plus marqué que le film. Et donc, à un moment donné, quand j'écris mon scénario, Pierre se retrouve dans cette communauté de gens d'extrême gauche à la campagne. Il y a le texte de Danet qui me revient, et je me dis, je vais faire pareil, c'est-à-dire qu'il y aura eu un film d'espionnage avant, un film policier d'espionnage avant, et je vais faire une parenthèse au milieu du récit, et en plus, dans Witness, j'avais le souvenir d'une magnifique séquence où il construisait une maison, et dans des versions précédentes de mon scénario, dans la communauté d'extrême gauche, il parlait politique en fait. Beaucoup, il faisait des exposés, il discutait.
Et bon, j'étais pas mécontent de ce que c'était, mais enfin, c'était quand même pas très passionnant, quoi. Et je me suis dit, ben, en fait, il faut faire comme dans Witness, c'est-à-dire qu'on va aller voir construire une maison, quoi. Alors pareil, c'est toujours le problème du cinéma français par rapport au cinéma américain, c'est que moi j'avais à peu près une journée pour le faire, et puis beaucoup moins de monde, etc. Mais je pensais qu'on pouvait faire quelque chose de bien, et d'ailleurs je pense que la scène est pas mal dans le film. Ah, ça c'est Ghostwriter, ça. Moi j'ai commencé l'écriture du grand jeu avant la sortie, je pense même avant le tournage de Ghostwriter. Et puis j'apprends que Polanski fait un film sur un nègre qui doit écrire un livre pour un ancien Premier ministre anglais, etc. Donc évidemment je suis un peu gêné, enfin pas gêné, mais je me dis, bon, on vit quand même toujours, quand on écrit un film et qu'on sait que ça va durer très longtemps, on vit toujours dans la peur que quelqu'un d'autre fasse le même film plus vite, quoi. Alors quand c'est Polanski, c'est encore pire. Enfin. Et donc je suis allé voir le film, et alors que j'ai trouvé vraiment éblouissant. Je sais pas aujourd'hui, mais enfin à l'époque quand je l'ai vu, je me dis c'est son meilleur film. C'est vraiment un film hitchcockien parfait. Je crois que je l'ai même vu 2 fois à sa sortie, etc. Enfin, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Avec comme bémol par rapport à ce que je voulais faire moi, c'était que c'était très Hitchcockien au sens la mort aux trousses, c'est-à-dire c'est éblouissant sur la manière de faire un film, sur la manière de raconter une histoire, de construire une scène, enfin tout ce qu'on veut. Après, sur ce que ça dit du monde contemporain, c'est un peu fantaisiste, disons, c'est pas extrêmement pertinent. Le discours politique du film, dans mon souvenir, il est un peu... il n'y a pas de différence sur le fond, disons, sur ce que ça dit entre Ghostwriter et, je sais pas moi, G.I. Joe numéro 2, quoi. Voilà. Il y en a un qui a un divertissement génial, et quand j'ai divertissement, c'est pas du tout pour abaisser le film, hein, mais disons, c'est pas un film qui a l'ambition de dire quelque chose sur le monde d'aujourd'hui, sur la génération de, je sais pas, de Ewan McGregor ou quoi. Donc, peut-être que ça a fait basculer mon film sur ce que Ghostwriter ne faisait pas, c'est-à-dire davantage me pencher sur les affects des personnages, et notamment sur le personnage de Melville. Peut-être que j'en ai rajouté sur le côté générationnel, voire sur le côté autobiographique, parce que je me suis dit, disons, le thriller politique sur un sujet proche parfait, il a déjà été fait, et donc je suis même pas battu d'avance. Enfin, voilà, c'est même pas la peine de faire le film. Ça, c'est Les Hommes du Président. C'est Deep Throat. Oui, l'idée, quand je fais le grand jeu, c'est de faire un film, un thriller complotiste, enfin politique, une fiction paranoïaque, quoi. Donc du coup, j'en ai revu beaucoup quand même, au moment, juste avant d'écrire. Enfin beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, mais enfin disons, en réalité, mais enfin disons, j'en ai vu quelques-uns, et il y en a qu'un qui est vraiment un très grand film, c'est le Coppola, c'est Conversation secrète. Après, disons, le petit maître de ce genre-là, c'est Alan Pakula, c'est certain, qui a fait comme 3 bons films, une trilogie qui doit être Clute, Parallax View et Les Hommes du Président, qui sont quand même des films intéressants. Et surtout, alors, je sais pas si les 3 c'est Gordon Willis qui a fait l'image. En tout cas, Les Hommes du Président, c'est Gordon Willis. Et effectivement, il y a une image éblouissante, une photo éblouissante dans Les Hommes du Président. Et c'est vrai que c'est, en termes de photos, le film que j'ai le plus montré à mon chef opérateur, notamment pour les séquences du début, dans l'hôtel, disons les séquences purement polars. Notre référence, c'était plutôt le travail de Gordon Willis. Et puis par ailleurs, bon, ça n'a rien à voir, c'est un film où il y a une qualité d'interprétation chez les comédiens qui est époustouflante. Enfin, Redford est magnifique, Dustin Hoffman, qui n'est pas forcément un comédien que j'adore tout le temps, il est absolument parfait, Jason Robards est parfait, enfin
c'est quand même ce genre de film, disons, américain, où il y a un niveau de qualité de tous les petits métiers qui fait qu'à l'arrivée, c'est pas... ça manque peut-être un peu d'un supplément d'âme ou je ne sais quoi, mais c'est quand même du travail de haute volée, disons. Voilà. Qu'est-ce que tu prends? Café. 2 cafés. Ça doit être Le Signe du Lion, ça. Et tes copains? C'est ça? Tu connaissais des types riches? Alors c'est un film que j'aime énormément, mais qui est très atypique de Rohmer. C'est-à-dire Rohmer, donc c'est quelqu'un de plutôt timide, introverti, etc., qui quand même réussit à faire un premier film commercial, disons, en surfant sur la vague des succès de la nouvelle vague. Et donc il fait un film avec de l'argent, etc., un producteur et tout ça. Et le film est détesté, et je crois que le film pratiquement ne sort même pas. Enfin, il y a vraiment une haine contre le film qui fait que le film est au-delà même de l'échec. C'est un film qui pratiquement... voilà. Et donc du coup, il retourne dans le quai du cinéma pour gagner sa vie, et mal gagner sa vie, parce que je crois que c'était un salaire à mi-temps, enfin, etc. Et donc quand il se remet à faire du cinéma par la suite, alors via la télévision scolaire, et puis ensuite via les contes moraux, la collectionneuse, enfin les 2 courts-métrages, et puis la collectionneuse, etc., c'est d'une certaine manière un cinéma plus amateur. Que ce soit parce que c'est de l'utilisation du 16 mm, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel pour éclairer. Le cinéma de Rohmer, jusqu'à L'Anglaise et le Duc, c'est un cinéma pauvre, un cinéma où il y a peu d'argent. C'est quelqu'un qui aime travailler dans quelque chose qui est même pas artisanal. C'est en deçà de l'artisanal. On va dire, voilà, Sautet, c'est de l'industrie lourde, voilà, mais c'est bien. Truffaut, c'est de l'artisanal. Rohmer ou Eustache, c'est encore le niveau au-dessous. Donc voilà, donc je pense que le signe du lion, voilà, c'est un très beau film, mais c'est un Rohmer qui ne s'est pas encore trouvé. Et d'ailleurs, Rohmer s'est trouvé probablement parce que le signe du lion n'a pas marché. C'est-à-dire que si le signe du lion avait marché, la filmographie de Rohmer aurait été extrêmement différente, et il aurait fait des films probablement extrêmement différents. Et il n'y aurait probablement pas eu cet aspect pauvre qu'il y a dans ces films. Là où Rohmer m'aide, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma français a tendance à escamoter les scènes. C'est-à-dire que quand c'est trop difficile, on fait une ellipse. Le cinéma français est très elliptique. C'est vraiment la figure de style la plus utilisée, c'est l'ellipse, voire le trou. C'est-à-dire qu'il voilà, y a quelque chose qu'on ne veut pas tourner, on ne le filme pas, quoi. Et moi, là où Rohmer m'aide, c'est qu'il n'a pas peur de faire des scènes très longues, et que quand il doit filmer une confrontation ou un truc, il le fait, et il le fait vraiment.